C'est assez dingue de nos jours ce qu'on peut avoir en termes de puissance dans un format aussi petit que l'ITX. C'est un peu un rêve de gosse pour moi de monter un PC ITX puissant. Entre nous, je me suis toujours retenu de le faire parce que les prix peuvent être vraiment délirants. C'est limite du vol tellement c'est cher entre la carte mère, le boîtier et l'alimentation qui sont spécifiques au format ITX. Mais vous allez le voir ici, je n'ai pas payé plus cher cette config que si j'avais fait une config ATX classique. Et perso, je ne m'attendais pas à avoir un PC aussi puissant dans un format aussi petit, le tout en gardant des températures aussi bonnes, et je pense même sincèrement que ça va devenir mon PC principal. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler du sponsor de cette vidéo, KissFan. Je pense que vous connaissez un peu la chanson maintenant. KissFan, c'est un site qui vous permet d'acheter des clés OEM Windows 11, Windows 10, etc. à un prix beaucoup moins cher que sur le Windows Store. Mais vous pouvez aussi acheter des clés pour la suite bureautique Microsoft Office et d'autres logiciels. Ensuite, pour vous enregistrer, rien de plus simple. Il vous suffit de créer un compte, d'aller chercher la clé qui vous intéresse, par exemple Windows 11 Professional, la mettre dans votre panier et d'ajouter le code LLT52 pour profiter d'une réduction de 52%. Vous pouvez utiliser le moyen de paiement de votre choix, par exemple PayPal. Une fois que c'est payé, vous recevrez la clé par email en moins de 5 minutes. Il vous suffira juste d'activer Windows avec votre clé. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez contacter le support KissFan qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'ensemble des liens sont en description. Alors pourquoi je voulais monter un PC ITX? Déjà, c'est un peu l'envie d'assouvir un rêve que j'ai depuis plus de 10 ans. Le format mini PC, ça m'a toujours fasciné et je suis d'ailleurs un grand fan des builds d'Optimum. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces builds, c'est juste des bangers. Puis en plus maintenant, on peut vraiment monter des builds au format ITX sans forcément faire de compromis sur la puissance. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me lancer. Alors des PC, j'en ai monté des dizaines depuis que j'ai 16 ans. J'en ai 36 maintenant, ce qui me rajeunit pas trop. Par contre, au format ITX, c'est mon premier. Donc pour mettre un premier pied dans cet univers qui est clairement plus complexe que les builds classiques parce qu'il faut absolument tout planifier et tout vérifier. Donc pas juste la compatibilité entre les composants eux-mêmes, mais aussi les dimensions de chaque composant pour être sûr qu'ils rentreront dans le boîtier et qui se gêneront pas entre eux. Donc je voulais commencer avec un boîtier relativement facile à travailler. Au passage, j'ai mis les liens vers tous les composants en description. C'est des liens affiliés, donc si vous passez par mes liens, ça permet de me soutenir sans vous coûter le moindre centime. Donc pour le boîtier, j'ai choisi le Cooler Master NR200P dans sa version Max. Alors il existe aussi la version NR200P tout court, mais la version Max est vraiment une affaire puisqu'il est vendu avec une alimentation 850 watts modulaire au format SFX, qui est le format dédié au boîtier ITX, un water cooling préinstallé de 280 mm et en prime un câble Riser PCI Express 4.0. Pour vous donner une idée, la version Max est à 280 €, la version classique seule est à 120 € et l'alimentation est à 180 €. Alors déjà les deux combinés, on est à 300 €. Ça c'est sans compter le water cooling et le câble Riser. Donc si vous aussi ça vous intéresse de monter un build ITX, je peux que vous conseiller ce boîtier pour débuter. En plus le montage est ultra simple parce que tous les panneaux du boîtier sont démontables, donc on a un accès total au boîtier pour installer les composants tranquillement. Et petite cerise sur le gâteau, il est livré avec une vitre en plus du panneau mèche pour ceux qui veulent voir l'intérieur de leur PC. Et niveau température, vous allez le voir, c'est vraiment bluffant, mais on va en parler après. D'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps à faire de l'undervolting sur le processeur et la carte graphique pour gratter encore quelques degrés sans perdre de puissance. Pour le processeur, je suis parti sur le Ryzen 7 9700X parce que je fais du montage vidéo mais aussi de la modélisation 3D. Par contre, si vous faites un build entièrement dédié au gaming, partez plutôt sur du Ryzen 5 7600X ou 9600X, ils feront parfaitement l'affaire. Ils tournent aux alentours des 200 € il me semble, et franchement, il n'y a pas besoin de plus pour jouer dans d'excellentes conditions. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur la ASRock B650i Lightning parce qu'elle a des VRM corrects et globalement, elle a à peu près tout ce que j'avais besoin, de la Wi-Fi, du Bluetooth, de port M.2 et pas mal de ports USB, le tout pour 170 €, ce qui n'est pas déconnant pour une carte mère ITX comparé à d'autres cartes mères qui sont à plus de 250 € et qui n'apportent pas grand chose de plus. D'ailleurs, j'ai préféré rester sur un chipset B650 parce qu'il est bien moins cher que le B850 qui n'apporte pas grand chose de fondamentalement intéressant. Alors oui, les B850 proposent du PCI Express 5.0 16X, donc pour les cartes graphiques, mais ça sert strictement à rien pour cette génération de cartes graphiques et probablement pour encore pas mal de générations futures quand on voit que même la RTX 5090 commence à peine à saturer le PCI Express 3 qui est 2 fois plus lent que le PCI Express 4, donc enfin je pense que vous avez compris.
Au niveau de la RAM, j'ai repris le kit de RAM que j'avais sous la main, des Crucial Pro 6000 MHz CL36, 32 Go au total. Alors le mieux pour les processeurs Ryzen, c'est du CL30, donc je peux que vous conseiller de partir sur du CL30. Ce qui me plaisait sur ces barrettes de RAM en particulier, c'est qu'elles sont pas trop hautes, ce qui colle parfaitement pour un build ITX. Et quand je les ai achetées, elles étaient pas trop chères non plus, aux alentours des 80 €. Elles ont un peu augmenté maintenant d'ailleurs. Au passage, je vous mets les liens vers d'autres barrettes de RAM en description. Pour le stockage, je suis parti sur deux SSD NVMe d'1 Teraoctet Kingston, le NV3 qui marche super bien et coûte vraiment pas cher, moins de 60 €. Rien à redire sur ce SSD, j'en ai deux dans mon autre PC et j'ai jamais eu le moindre problème. Pour le refroidissement, c'est le water cooling de 280 mm du NR200P Max qui est déjà pré-routé. J'aime beaucoup l'aspect clean et minimaliste de la pompe, en noir mat ça fait vraiment premium. En termes de bruit, j'ai rien noté d'anormal. Le radiateur est déjà fixé aussi, vraiment l'installation est nickel, mais évidemment vous pouvez le remplacer si vous le voulez. Si vous prenez le boîtier dans sa version sans le kit, vous pouvez partir sur le Arctic Liquid Freezer 3, il marche super bien, ou le Be Quiet Pure Loop 2. C'est des valeurs sûres sans se ruiner, les deux sont à moins de 100 €. À savoir que le NR200P V2 est fait pour du water cooling, donc si vous voulez partir sur un ventirad, il faudra partir sur le NR200P V1. En ventilateur, vous avez l'indétrônable Noctua NH L12S, il est minuscule et pourtant super efficace de ce que j'ai pu voir. J'ai aussi acheté deux ventilateurs Arctic P12 Slim que j'ai installés en bas du boîtier pour maximiser le flux d'air, parce que sinon on n'a que les ventilateurs du water cooling pour extraire l'air, mais on n'a aucun ventilateur pour faire rentrer de l'air frais. Donc pour moi ça semblait essentiel d'avoir ces deux ventilateurs supplémentaires, surtout que le pack de 3 est à seulement 20 €, donc forcément je voyais pas vraiment l'intérêt de faire des économies sur ça. Pour l'alimentation, pareil, elle est incluse, donc si vous voulez la référence, c'est la Cooler Master V850 en format SFX avec la dernière norme ATX 3.1. L'alimentation est assez puissante pour faire tourner le build et devrait être relativement future-proof, à part évidemment si vous souhaitez mettre un mastodonte de carte graphique comme la RTX 5090. Là pour le coup il faudra plutôt partir sur une alimentation de 1000 watts comme la Corsair SL1000. Pour la carte graphique, je suis plutôt parti sur une Nvidia RTX 5070 Ti pour pouvoir faire tourner tous mes jeux confortablement en 1440p, et en plus l'intégration Nvidia est bien meilleure par rapport à AMD pour les logiciels comme Blender. Je l'ai acheté il y a quelques mois déjà à 880 €, c'est la Zotac Solid SFF qui est un format low profile de 2 slots, donc plus fine que les modèles classiques. Dans tous les cas, le boîtier NR200P peut accueillir de grosses cartes graphiques 3 slots jusqu'à 140 mm de hauteur et 336 mm de longueur, donc ça laisse pas mal de marge. Ma RTX 5070 Ti passe largement à l'intérieur et a pas mal d'espace. Elle profite de 16 Go de VRAM, donc parfait pour les jeux, mais aussi pour la modélisation 3D. Je vous ai mis des liens vers d'autres cartes graphiques en description, compatibles avec le boîtier, que ce soit chez Nvidia ou AMD. Voilà, le build est enfin terminé et franchement, j'adore le rendu, le format, l'esthétique, je trouve ça vraiment super cool. Mais maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre, et au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Donc passons au benchmark en jeu, et honnêtement, la machine m'a vraiment bluffé. Sur Cyberpunk 2077 en 1440p Ultra avec le DLSS sur le preset Quality, je suis à 120 fps et en 4K à 67 fps. Avec le ray tracing en Ultra, la RTX 5070 Ti arrive à maintenir les 77 fps en 1440p, par contre descend à 45 fps en 4K. Après, c'est une machine que j'ai pensé pour la 1440p, donc les scores en 4K, c'est plus pour vous faire une idée. Personnellement, j'attendrai la prochaine génération de GPU pour jouer en 4K. Gardez aussi en tête que tout est absolument à fond, et en vrai je joue la plupart du temps avec les presets en élevé plutôt qu'en ultra, parce que il y a rarement une énorme différence visuelle, et pourtant l'impact peut atteindre 20% de performance en moins, comme ici avec Cyberpunk où on passe de 125 fps à 150 fps entre les paramètres ultra et élevé. Sur Path of Exile 2, le jeu tourne à 128 fps en 1440p Ultra et 70 fps en 4K. C'est vraiment impressionnant vu comment le jeu est gourmand et pas très bien optimisé. Le processeur s'est stabilisé à 72 degrés et la carte graphique à 70 degrés, le tout sans undervolting. On parlera de l'undervolting juste après. Sur Red Dead Redemption 2 en 1440p Ultra, le jeu tourne sans le moindre souci à 137 fps de moyenne, et même la 4K pose aucun souci avec 94 fps. Pour finir, sur Helldivers 2 en 1440p, le jeu tourne à 141 fps et 115 fps en 4K. C'est vraiment des perfs ultra solides en sachant que le CPU et le GPU se sont stabilisés aux alentours des 75 degrés. Je m'attendais pas vraiment à ça.
ça en termes de température venant d'un boîtier ITX. Les températures sont vraiment basses pour ce type de boîtier. Le max que j'ai observé justement c'était 75 degrés pour le CPU et le GPU. Pour tirer encore un peu plus les températures vers le bas et essayer d'avoir le PC le plus frais et plus silencieux possible, j'ai fait un peu d'undervolting sur le CPU et les GPU. Pour commencer avec le CPU, j'ai utilisé Cinebench pour le stress test. Avec les tests multicore, j'ai pu descendre à moins 20 000 volts sans perte de performance en plus et ça m'a fait gagner environ 2 degrés. Donc on peut dire que de base le 9700X est plutôt efficace dans sa gestion de l'énergie. J'ai pas eu le temps non plus de faire plus d'undervolt dessus pour essayer de descendre encore plus bas au niveau des températures, mais globalement le processeur reste à des températures raisonnables sans perte de stabilité. Pour le GPU, c'est une toute autre histoire. J'ai pu descendre de 75 mV sans perte significative de performance. Ici par contre le gain est beaucoup plus conséquent avec 7 degrés de moins sur Cyberpunk 2077. On passe donc de 73 à 66 degrés et là pour le coup c'est franchement dingue. On gagne aussi 40 watts de consommation sur la carte graphique en passant de 245 watts à 205 watts et sans compter le gain en silence avec les ventilateurs qui tournent moins vite. En conclusion, ce build ITX est juste un monstre en termes de puissance tout en gardant un PC silencieux et bien refroidi, ce qui est incroyable parce que ça allie finalement les meilleurs des deux mondes, un PC compact et sans concession. Il fait tout tourner en 1440p sans le moindre problème, il fera même tourner pas mal de jeux en 4K sans souci. L'ensemble m'a coûté 1800 € et justement j'avais fait une config il y a quelques mois à 1800 € avec les mêmes composants mais au format ATX. Et ça pour le coup c'est vraiment impressionnant. Après forcément vous pouvez partir sur des boîtiers plus compacts mais les prix vont rapidement grimper. Vous avez par exemple le Fractaltera qui tourne aux alentours des 185 €, mais à ce prix là vous avez juste le boîtier et un câble riser, donc il faudra acheter une alimentation et un ventirad en plus. Dites-moi en commentaire si les builds PC ITX vous intéressent et si vous envisagez de partir sur un ITX pour votre prochaine config. La prochaine étape pour ce PC ce sera de le transformer en console de salon. Je ferai justement une vidéo sur le processus et probablement toutes mes galères. L'idée ça sera de se rapprocher le plus possible d'une expérience console, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sur ce, à la prochaine, ciao!